Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Allez, on est presque prêt pour écrire l'équation de Navier-Stokes, donc ce principe fondamental de la dynamique appliqué à une particule de fluide en écoulement et un fluide visqueux. Donc il nous manque plus qu'une seule chose, après avoir montré que sur une particule de fluide, il y a plusieurs types de forces qui s'exercent, des forces à longue distance pour lesquelles on peut facilement trouver un équivalent volumique, mais des forces de contact comme les forces de pression et de viscosité. La force de pression, on a trouvé son équivalent volumique dans la dernière vidéo, moins gradient P. Et aujourd'hui, donc, il ne nous reste plus qu'à expliquer ce qu'est un fluide newtonien et à donner l'expression de l'équivalent, ou à même démontrer l'expression de l'équivalent volumique des forces de viscosité pour un fluide newtonien. Donc, autant l'équivalent volumique des forces de pression, tu l'as peut-être vu en première année, si tu es en deuxième année, autant l'histoire de la viscosité, c'est nouveau. Donc, la viscosité ne se manifeste que quand les particules sont en mouvement. Elle ne se manifeste pas en statique. On va comprendre ça tout de suite, c'est parce que c'est lié à la vitesse. Donc, quand la vitesse est nulle, la force de viscosité est nulle. On imagine qu'on a un fluide, c'est ce qu'on appelle un écoulement de couette plan, qui est compris entre deux plaques. Et la plaque du bas est immobile, donc elle n'a pas de vitesse. Donc tout ça, c'est séparé par une distance h, par exemple. Et imaginons qu'on entraîne la plaque du haut, un opérateur tire sur cette plaque de manière à ce qu'elle s'avance avec une vitesse u. Alors on constate expérimentalement, et même on pourra le démontrer, que le fluide est entraîné par la plaque du haut. Il y a ce qu'on appelle adhérence des particules de fluide à la plaque. Et la vitesse même tangentielle à la plaque des particules de fluide, eh bien, ça va être la vitesse de la plaque. C'est comme si la plaque, voilà, les particules de fluide adhèrent à la plaque. Et donc, on peut constater expérimentalement que les particules de fluide tout en haut ont une vitesse qui est celle de la plaque. Et on peut même voir que ce profil de vitesse, en fait, ça va être un profil linéaire. Et dans un premier temps, avant d'atteindre ce profil linéaire, on a ce qu'on appelle un régime transitoire, au cours duquel, petit à petit, les couches de fluide qui sont de plus en plus éloignées de la plaque ont une vitesse qui va être cette vitesse-là, atteinte en régime permanent. Et alors ça, à cause de quoi? Parce que, en réalité, voilà, si j'isole fictivement une surface ds dans l'écoulement, les particules de fluide qui sont au-dessus, elles ont été accélérées par la plaque. Et donc, elles entraînent la plaque, elles entraînent le fluide qui est juste en dessous. Donc, il y a une force parallèle à l'écoulement sur les particules de fluide, qui est cette force de cisaillement, qu'on appelle parfois de cisaillement, donc qui est une force d'entraînement des particules de fluide qui vont vite sur les particules de fluide qui vont moins vite. Et principe de l'action et de la réaction, bien sûr, celles qui sont en dessous, qui vont moins vite, freinent celles qui sont au-desce, elles exercent la force opposée. Et la définition de la viscosité, la définition d'un fluide newtonien est directement reliée à ce qu'on appelle une contrainte. Une contrainte, c'est une force par unité de surface. Donc la pression, c'est aussi une contrainte, mais c'est un scalaire. Là, on peut définir ça, alors même en norme, parce que cette formule, elle est donnée en norme. Tu peux la voir à la fois comme une définition de la viscosité et aussi comme la définition d'un fluide newtonien. Donc, cette force par unité de surface qui est tangentielle, elle est proportionnelle, on pourrait dire au gradient de vitesse transversale, plus simplement donc à la dérivée de cette vitesse. Donc là on a un champ de vitesse qui est du type V qui est dirigé selon x mais qui dépend de y, donc vecteur ux si on appelle y cet axe et x cet axe. Donc pour un champ comme ça, et nous on va raisonner sur un champ comme ça, puis après on va admettre la généralisation. Donc voilà l'expression de cette force surfacique. Alors plus la différence de vitesse entre des couches qui sont proches est grande, plus cette dérivée qui mesure ce gradient de vitesse dans la direction y va être grand, et plus la force d'entraînement des couches rapides sur les couches moins rapides va être grande également. Si on est dans un écoulement où tout le monde va à peu près à la même vitesse, il n'y a pas de force de viscosité, ce gradient est nul. Et si on est au repos, a fortiori, cette force est nulle également. Voilà pourquoi on n'en a pas parlé en première année. Quand on fait de la statique, on n'en parle même pas. Le fluide est réel, il est visqueux, mais sa viscosité ne se manifeste pas.
Voilà, alors ça c'était la définition de la viscosité. Donc ce truc-là, c'est ce qu'on appelle la viscosité dynamique. Donc on voit que plus elle est grande et plus cette force est grande, hein, plus le fluide est visqueux. Donc pour donner des ordres de grandeur, pour l'air ça vaut 1,8, 10, moins 5. Pour l'eau c'est à peu près 10, moins 3. Pour la glycérine, c'est-à-dire la cire de bougie fondue, c'est de l'ordre de l'unité, 0,8 à peu près. Donc on voit bien que ce coefficient, voilà, il est intuitivement ce qu'on en attend, un fluide visqueux. L'air est moins visqueux que l'eau et moins visqueux que la glycérine. On verra peut-être plus tard qu'on peut définir aussi un autre coefficient de viscosité cinématique qui joue un rôle important aussi, qui est homogène à un coefficient de diffusion. Mais bon, on va rester sur la viscosité dynamique. Ça s'exprime en Poiseuil, donc symbole grand P, petit l. Jean-Louis-Marie Poiseuil, c'était un médecin et un polytechnicien qui a étudié les écoulements, notamment la circulation sanguine. Alors j'ai toute une épreuve, je crois, de CCP il y a 1 ou 2 ans, corrigée sur la circulation sanguine avec l'écoulement de Poiseuil, c'est le même. Jean-Louis-Marie Poiseuil, cocorico, il était français. Donc on voit qu'un Poiseuil, bon ça c'est des pascals, dVx sur dy, ça c'est des secondes moins 1. Donc ça fait 1 Poiseuil, c'est 1 pascal seconde. Donc c'est une unité dérivée du système international, bien entendu. Alors, donc on va plonger une particule de fluide parallélépipédique de volume dx, dy, dz. Donc ici on a un point de coordonnées x, y, z. Donc on va plonger un petit peu comme ce qu'on avait fait avec l'équivalent volumique des forces de pression. On prend une géométrie cartésienne parce que c'est facile à démontrer. Puis après on peut généraliser à d'autres systèmes de coordonnées. Donc on va plonger cette particule de fluide dans un écoulement de ce genre avec donc une vitesse qui augmente selon y, mais la vitesse elle est dirigée selon x. Et on va se poser la question, mais quelle est la force exercée par les autres particules de fluide sur cette particule de fluide? En particulier, on va faire ça sur les deux faces, la face du dessus et la face du dessous. Et on va tout simplement utiliser notre définition des fluides newtoniens. Donc on voit que comme les particules qui sont au-dessus vont plus vite, elles vont accélérer la particule, donc on a une force dans ce sens-là, alors que celles qui sont en dessous, eh bien elles vont moins vite, donc elles vont freiner notre particule de fluide. Donc quelle est la force exercée sur la surface du dessus? Ben, c'est tout simplement état dvx sur dy pris en x. Alors attention, ici on est en y plus dy z et la surface qui est là, avec le choix que j'ai fait, c'est dx dz. Donc le gradient étant positif ici, on a bien voilà, une force positive. Donc ça c'est dfx en y plus dy et en x et z bien sûr. Et en dessous, donc on a dfx en x, y et z qui vaut, alors attention là il y aura un signe moins, c'est à nous d'algébriser. Ça c'est une des difficultés de l'utilisation de cette formule, c'est que c'est à nous de mettre les signes à la main, donc dx, dz. Et maintenant, on peut faire la somme de ces deux forces. Alors, donc, on voit que dfx total, qui est la somme algébrique de ces deux forces, on peut mettre état dx dz en facteur. Et donc, on obtient dvx sur dy, donc en x, y plus dy. Voilà, c'est un peu fastidieux, mais il faut tout écrire pour bien comprendre. Moins dvx sur dy en x, y et z. Donc, voilà. Et donc, on voit qu'on a la fonction dvx sur dy en y plus dy moins en y. Donc ça, c'est un développement de Taylor sur des fonctions de plusieurs variables. Donc, on va avoir la dérivée par rapport à y de cette fonction qui est elle-même une dérivée, ce qui va nous donner une dérivée seconde finalement. Donc, ça va donner état dx, dy, dz. Et oui, parce qu'on sort un dy dans le développement de Taylor, d2vx sur dy2 en x, y et z. Et là, on est super content, comme avec l'équivalent volumique des forces de pression, parce que là, on reconnaît le volume delta tau. Et donc, on voit que sur x, la force s'écrit
Et on peut définir une force volumique dFx total sur dτ est égal à eta d2 Vx sur dy2, donc en x, y et z. Et, alors, étape supplémentaire, ça, c'est ce qu'on appelle aussi le Laplacien de Vx. Alors, pourquoi est-ce que c'est le Laplacien de Vx? Le Laplacien de Vx, Vx c'est un champ scalaire, c'est d2Vx sur dx2. Attention, il y a toutes les composantes, d2Vx sur dy2, la somme de ces trois dérivées secondes, d2Vx sur dz2. Alors évidemment, moi je suis dans un cas particulier où Vx ne dépendait que de y. Voilà pourquoi ici, voilà, ces deux dérivées sont nulles et le Laplacien de Vx se réduit à d2Vx sur dy2. Je te renvoie un peu à la vidéo avec Nabla si tu as un petit peu du mal, parce que très souvent les candidats pensent que, les étudiants pensent que delta Vx c'est d2Vx sur dx2. C'est faux. Alors le Laplacien d'un vecteur, de manière générale, qu'est-ce que c'est? C'est le Laplacien de Vx, le Laplacien de Vy, le Laplacien de Vz. Et le Laplacien d'un champ scalaire, c'est la divergence du gradient, c'est Nabla carré. On va voir cette vidéo sur Nabla. Eh bien, voilà, c'est un terme de ce genre sur x, ici, et après on remplace Vx par Vy et Vz. Donc ici, comme la vitesse était dirigée uniquement selon x, il n'y avait que Vx qui n'était pas nul, donc Vy et Vz étaient nuls. Et comme Vx ne dépendait que de y, donc il n'y a que ce terme qui n'est pas nul. Comme d'habitude, dans ta tête, il faut que tu sépares bien la direction d'un vecteur et sa dépendance vis-à-vis des coordonnées. Donc nous, évidemment, on a démontré dans un cas très particulier que sur x, et même on peut l'écrire maintenant vectoriellement, df viscosité sur dτ, eh bien c'est eta Laplacien v vecteur. On l'a démontré dans un cas particulier, on l'admet dans le cas général, même dans n'importe quel système de coordonnées, par exemple en cylindrique pour l'écoulement de Poiseuil, c'est très pratique. Alors je crois que dans une des épreuves CCP, on demandait un peu de faire le même raisonnement sur une particule, mais en se servant des déplacements élémentaires en cylindrique. J'ai corrigé ça, tu pourras regarder, c'est un petit peu difficile, mais indirectement, on redémontrait comme ça l'expression du Laplacien en cylindrique. C'est assez joli. De la même manière, ici, on voit que dans ce cas particulier-là, on est retombé sur les coordonnées du Laplacien, voilà, sans même, entre guillemets, le vouloir. C'est arrivé naturellement. Alors, ça c'est vrai pour un écoulement incompressible. Il y a une petite restriction dans ce fait-là. Il faut que l'écoulement soit incompressible. Voilà, et bien maintenant on est prêt à recoller tous les morceaux pour énoncer la belle équation de Navier-Stokes. Donc sans plus attendre, on a tout ce qu'il faut maintenant pour écrire l'équation de Navier-Stokes. On a fait une vidéo de cinématique dans laquelle on a expliqué comment remonter au champ eulérien des accélérations, c'est la dérivée particulière de la vitesse. Donc voilà, on peut s'en servir. Donc ça fait ρ delta tau. Donc la dérivée locale associée au caractère stationnaire ou non du champ des vitesses. La dérivée convective qui décrit le caractère uniforme ou non du champ des vitesses. Donc ce terme-là, c'est un terme non linéaire. C'est ce qui fait à la fois la richesse et la difficulté de l'équation de Navier-Stokes et de l'étude de la mécanique des fluides en général. Donc ça, c'est masse fois accélération de la particule de fluide. Alors, dans la première vidéo, on avait défini toutes les forces volumiques, les forces à distance. Donc typiquement, on travaille dans le référentiel du sol. Donc on définit le poids. Éventuellement, on peut rajouter la force de Coriolis pour l'étude des vents, si le référentiel est considéré comme non galiléen. J'ai fait une vidéo là-dessus avec le nombre de Rossby, l'étude des vents, le fait que les anticyclones, les dépressions tournent en sens inverse dans les hémisphères nord et sud. Tu peux aller regarder ça. Donc là, attention, c'est un moins. Donc ρ des taux, accélération de Coriolis. On avait même introduit, alors ça c'est très rare, mais un équivalent volumique des forces électromagnétiques, ρ électrique
donc la densité volumique de charge E plus V vectoriel B. Bon, ça c'est vraiment assez exceptionnel. Donc un fluide chargé en écoulement à la vitesse V, donc fois delta taux, et oui, il ne faut pas que je l'oublie parce que dans un instant, on va simplifier par delta taux. Et puis, évidemment, le gros boulot qu'on a fait, c'est de mettre la pression sous la forme d'un équivalent volumique et la viscosité également. Donc voilà, maintenant, c'est le moment d'en profiter. Tout ça, pour sortir le sabre laser. Voilà, mes étudiants me reconnaîtront. Et on simplifie par delta taux. Et donc on obtient l'équation de Navier-Stokes. Alors l'équation de Navier-Stokes, c'est quand on travaille dans le référentiel du sol, supposé galiléen. Et donc voilà, il n'y a pas ces deux termes-là. Donc c'est cette belle équation. J'ai envie de la réécrire peut-être encore d'une manière différente. Parce que tu sais peut-être que la dérivée convective, elle a aussi une autre expression. Donc c'est gradient de V carré sur 2 plus rotationnel de V vectoriel V. Alors ça peut être assez utile également pour toutes les histoires de Bernoulli, après pour un fluide parfait. Donc puisque l'équation d'Euler, c'est la même équation sans un seul terme, sans le terme de viscosité. Donc pour un écoulement parfait, on néglige l'effet de la viscosité en dehors de la couche limite. Là aussi, j'ai fait toute une vidéo sur les histoires de couche limite. La validité du domaine du fluide parfait, c'est en dehors de la couche limite. La viscosité se manifeste très peu. Et donc, on obtient l'équation de l'air. Alors, attention, à cause du terme de viscosité, cette équation, c'est pour un écoulement incompressible. Bon, je ne l'ai pas vraiment mis cette hypothèse. Voilà, c'est admis dans le cadre du programme. Par contre, quand on enlève ce terme-là, du coup, l'équation de Navier-Stokes devient l'équation de l'air, donc pour un fluide parfait. Et à ce moment-là, on peut lever la condition d'incompressibilité, en particulier quand on va faire de l'acoustique, on va linéariser les équations. L'acoustique, c'est la propagation du son, donc typiquement, c'est l'écoulement compressible par excellence. Donc on aura besoin d'une équation qui soit vraie en écoulement compressible, et ce sera le cas de l'équation de l'air, même si ce n'est pas le cas pour l'équation de Navier-Stokes. Voilà, bon, finalement j'en ai fait plus que ce que je pensais aujourd'hui. Voilà, on a carrément la totalité de l'équation de Navier-Stokes et même on a l'équation de l'air comme un sous-produit. Voilà, on se retrouve, il y a plein de vidéos sur la chaîne de mécanique des fluides, des bilans en référentiel galiléen, pas galiléen. Bref, tu peux te régaler, il y a beaucoup de choses. Voilà, à très bientôt sur e-learning physique.